Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 13h au Bénin. Voici le sommaire. Le maire de la commune de Semekoudi, Jonas Gbenametor, s'enquiert des conditions d'études et de travail des apprenants et des enseignants de sa commune. C'est à travers une tournée qu'il a conduit dans plusieurs établissements primaires et secondaires. Qu'a-t-il constaté? On le saura dans un instant. Ensuite, lancé le 24 août 2024, le concours Cotonou-Ville propre est désormais terminé. La dernière journée de cette initiative de l'ONG Cotonou-Ville propre mettant en compétition les 13 arrondissements de la capitale économique du Bénin s'est déroulé samedi dernier, occasion pour le promoteur et son partenaire, la société de gestion des déchets et de la salubrité, de faire le tour de ville afin de prendre le pouls de quelques arrondissements. Et puis enfin, cérémonie d'intronisation au palais royal d'Alada. Le roi Kodegbe, l'homme-enfant, a intronisé le nouveau conservateur du trône de la lignée Kokon. Il a nom des Kokon Tchedi. À l'état civil, Valentin Daoutin Benou. L'homme est désormais entré dans ses fonctions avec les bénédictions de Sa Majesté le Roi. Voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez en ce début de rentrée, le maire de la commune de Semekoudi, Jonas Gbenametor, s'enquiert justement des conditions d'études et de travail des apprenants et des enseignants de sa commune. C'est à travers une tournée qu'il a conduit dans plusieurs établissements primaires et secondaires. Qu'a-t-il constaté? Les détails dans ce compte rendu. Cette tournée du maire Jonas Gbenametor dans les écoles de sa commune vise à se rendre compte de l'effectivité de la rentrée et s'imprégner des conditions d'études et de travail. Sur la dizaine d'établissements primaires et secondaires visités, les difficultés ne manquent pas. Manque de mobilier, de professeurs qualifiés, absence de latrines et de clôtures, salles de classe délabrées par endroits, sont entre autres les problèmes recensés. Dans l'arrondissement de Djelegbe, nous avons constaté que le CEG de Béhomé est en chantier avec un module de 2 salles de classe pour couvrir dans une moindre mesure les besoins de classe qui s'élèvent à 10 salles. Nous avons entre autres constaté que, comme à Toré, ce CEG n'a pas de clôture. Dans l'arrondissement d'Aholiame, où nous avons visité l'EPP de Toria-Gonsa, cette école qui a des modules, mais qui manque également de mobilier et qui souffre des problèmes d'éclairage. Nous sommes ensuite descendus à Aglangana, où nous avons visité l'école de l'EPP de Aglangana. Nous avons constaté qu'il y a beaucoup d'insuffisances, qu'il y a beaucoup de travaux en instance, notamment les réfections, les portes, les toitures qui sont déjà défaillantes, et il va falloir parer au plus pressé. Semekoudi est une grande commune qui compte 15 CEG publics bien remplis et 106 écoles primaires publiques bien remplies, sans compter les écoles privées qui foisonnent un peu partout. Mais nous avons le devoir de faire notre travail pour ces écoles publiques, pour ces CEG publics. C'est pourquoi notre devoir, c'est de renforcer et de mettre à disposition des apprenants et des enseignants ce qu'il faut pour que cette rentrée soit une rentrée belle et à la fin, nous ayons des résultats à la hauteur de la commune et à la hauteur de la satisfaction des apprenants et des parents d'élèves. L'engagement de parer au plus pressé est pris au nom du conseil communal qui est attendu pour prendre les décisions qu'appellent les urgences de l'école à Semekoudi. Ensuite, les écoliers et écolières de l'école primaire publique Djefa Centre dans la commune de Semekoudi ont de quoi être heureux. En ce début de rentrée, ils ont bénéficié d'un important lot de kits scolaires. La remise s'est faite en présence du maire Jonas Gbenametor. Reportage. Des kits scolaires gracieusement offerts aux apprenants de l'école primaire publique de Djefa Centre. C'est un don de l'entreprise Vinci Énergie
dans le cadre de la mise en œuvre du volet social du projet d'accès durable et sécurisé à l'énergie électrique. Pour le compte de ce complexe scolaire, Vinci Énergie, en collaboration avec le ministère de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, offre 400 kits scolaires aux écoliers et écolières de cette école. C'est un plaisir pour nous de nous retrouver en communauté, de nous retrouver dans les écoles, voir les enfants rayonner, et cela nous incite à faire davantage pour témoigner l'engagement de Vinci Énergie sur les questions éducatives aux côtés du ministère de l'Énergie, de l'Eau et des Mines et du gouvernement béninois. Du côté des bénéficiaires, les mots étaient au remerciement. Nous vous remercions sincèrement pour avoir pensé à nous. Que Dieu vous bénisse et vous le rende au centuple. Chers élèves, remerciez infiniment le donateur. Remerciez le ministre de l'Énergie et de l'Eau. Remerciez notre grand donateur, le président Patrice Talon, car c'est lui qui, de par ses œuvres, a permis la mobilisation des ressources qui sous-tendent en réalité le projet et qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes ici pour la distribution des kits. Cette année, c'est un total de 10 000 kits qui ont été distribués aux apprenants des zones impactées par le projet. Lancé le 24 août 2024, le concours Cotonou Ville Propre est désormais terminé. La dernière journée de cette initiative de l'ONG Cotonou Ville Propre mettant en compétition les 13 arrondissements de la capitale économique du Bénin s'est déroulée samedi dernier, occasion pour le promoteur et son partenaire, la Société de gestion des déchets de la salubrité SGDS, de faire le tour de la ville afin de prendre le pouls de quelques arrondissements. Les détails de cette tournée dans ce compte rendu. Le 3e arrondissement de Cotonou est la toute première étape du périple de la délégation conjointe de l'ONG Cotonou Ville Propre et de la Société de gestion des déchets et de la salubrité. Dans cette rue longeant la clôture du CEG Sainte-Rita s'observe une forte mobilisation. Les populations sont massivement sorties pour balayer et désherber. La salubrité, ce n'est pas seulement le concours qui va nous donner cette motivation, la force à se rassembler chaque fois pour aller compétir, dire toujours premier. Et toutes les fins de semaine, les samedis, nous allons nous faire la salubrité dans le 8e arrondissement. La deuxième étape est celle de Tokpa, 4e arrondissement de Cotonou. Sur ce site, situé derrière le plus grand marché à ciel ouvert de la sous-région ouest-africaine, l'ambiance n'est pas la même. La propreté des lieux est cependant remarquable. Cap est ensuite mis sur le quartier Jacques, plus précisément dans la rue de l'hôtel PLM à Ledjo, toujours dans le 4e arrondissement. C'est la dernière étape de la tournée. Ici, un groupe d'hommes et de femmes, assistés d'une équipe de la SGDS, accomplit l'œuvre de salubrité. Tous les matins, chaque personne doit nettoyer sa chambre, sa maison et la devanture de sa maison. Ainsi, les passants sauront qu'elle est propre. Aujourd'hui étant le dernier jour, mais ça ne nous suffit pas parce qu'il y a vraiment du travail. Nous avons encore des choses à faire. Par rapport au saclage, on a minimisé un peu les travaux. Et là, je vois qu'il faut sacler sérieusement, déblayer. Au terme de ce périple, l'ONG Cotonou Ville Propre et son partenaire se félicitent de l'engouement suscité par le concours Cotonou Ville Propre. Cotonou Ville Propre, vraiment au début, je crois que tout le monde a suivi, depuis le lancement avec la mairie de Cotonou, le ministère du cadre de vie, la préfecture, et puis surtout SGDS et tous les partenaires qui sont autour de nous, qui nous accompagnent pour le projet, pour sensibiliser la population, pour donner de bons comportements, parce qu'il y a tout ce que le gouvernement fait déjà dans la ville de Cotonou, c'est énorme, les routes, tout ça, il faut les entretenir. Donc suite à ça, nous avons initié ce concours pour donner de bons comportements à notre population et les motiver aussi à rendre le quartier propre. Quand on est propre chez soi, c'est que dehors aussi, il faut rendre au moins le dehors aussi propre. Au-delà
de ce concours, on aimerait vraiment constater que l'engouement que nous voyons aujourd'hui sur le terrain, que ça soit maintenu et que cette population ou les CA sollicitent toujours la SGDS qui est prête à les accompagner. Les meilleurs arrondissements à l'issue du concours recevront plusieurs récompenses, dont des toilettes publiques. 150 apprenants du collège d'enseignement général Hubert Maga de Paracourt, désormais mieux informés sur les opportunités qu'offrent les secteurs de l'énergie et de l'agriculture au Bénin, ceci à la faveur d'une séance d'orientation qui a eu lieu dans cet établissement, une initiative de la GIZ en partenariat avec le ministère de l'énergie et de l'eau et des mines et qui vise à démystifier les préjugés sur ces deux secteurs d'activité. Jacques Degbé, Franck Degla. C'est à travers des communications détaillées que ces 150 apprenants du CEGE Hubert Maga sont sensibilisés sur les opportunités cachées dans le secteur énergétique et agricole au Bénin. Une initiative de la GIZ en partenariat avec le ministère de l'énergie, de l'eau et des mines. Et le moins que l'on puisse dire est que la cible a témoigné d'un grand engouement. L'objectif principal, c'est d'informer nos enfants, nos filles particulièrement sur les métiers techniques qui existent, en particulier l'agriculture et l'énergie. L'objectif, c'est de démystifier ce métier vis-à-vis de nos jeunes sœurs, de nos filles, afin qu'elles sachent que oui, le métier n'est pas uniquement destiné aux hommes, mais pour les femmes aussi. Les secteurs de l'énergie et de l'agriculture offrent aujourd'hui plusieurs emplois aux jeunes. Ceci en partie parce que l'État s'est engagé à faciliter la création des entreprises qui exercent dans ces deux secteurs. Nous devons comprendre désormais qu'il y a beaucoup d'opportunités dans le secteur de l'énergie, par ricochet le secteur de l'agriculture, parce que les gens peuvent se poser la question de savoir mais pourquoi énergie et agriculture. Nous comprenons aujourd'hui que pour travailler dans l'agriculture, il faut, pour moderniser l'agriculture et contribuer à un développement économique, il faut des équipements de haut de gamme qui utilisent de l'énergie et l'énergie sous toutes ses formes. Que les parents d'élèves aident et continuent d'appuyer leurs enfants pour qu'ils s'orientent vers les métiers techniques. La cible constituée des apprenants de toutes les classes se réjouit de cette séance d'orientation. Ces élèves disent avoir tiré de grands enseignements et voient déjà leur avenir professionnel dans le secteur énergétique ou dans l'agriculture. On a compris que nous pouvons faire beaucoup de choses. Après cette séance de sensibilisation, je vais faire l'électricité et ingénieur en BTP en étant boursier. Si par la grâce de Dieu, j'ai mon bac. J'ai retenu beaucoup de choses comme comment on arrive à faire l'énergie et à quoi ça sert. Et l'agriculture aussi, comment trouver des formations professionnelles pour l'agriculture et l'énergie. La séance de ce vendredi fait suite à celle organisée le jeudi 19 septembre au lycée Mathieu Bouquet de Paracourt, cap désormais sur la partie méridionale du Bénin pour le même exercice. Dans la suite de cette édition, la communauté internationale a célébré le mardi 17 septembre dernier la journée mondiale de la sécurité des patients sous le thème « Améliorer le diagnostic pour garantir la sécurité des patients » et à l'occasion de l'autorité de régulation du secteur de la santé ARS a tenu une conférence de presse à son siège à Cotonou. L'objectif est justement de présenter aux professionnels des médias le dispositif pour la sécurité des patients qui mettent en place dans l'écosystème sanitaire du Bénin à travers l'élaboration de 2 manuels d'évaluation et de contrôle de la sécurité des patients dans les établissements de santé de premier contact et les établissements hospitaliers du pays. Un dispositif dont la finalité est d'éviter aux malades de subir des préjudices évitables lors des soins. Voici le compte rendu de la conférence de presse avec William Sanusi. Un malade qui vient chercher des soins ne doit pas subir de préjudice. Donc préjudice, 0.
La sécurité des patients au cœur de cette conférence de presse, animée par le président de l'autorité de régulation du secteur de la santé, ARS. Il est question pour Dr Lucien Dossou-Bété de présenter aux hommes des médias le contenu de 2 manuels d'évaluation et de contrôle de la sécurité des patients dans les établissements de santé du Bénin. Ces documents résultent du dispositif pour la sécurité des patients mis en place par l'ARS. C'est un dispositif qui est composé de structures, de règles, de personnes dont la présence et le bon fonctionnement dans un établissement de santé garantit la sécurité. La sécurité des patients est une priorité. Mieux, la priorité des priorités. La construction de ce dispositif pour la sécurité des patients dans les établissements hospitaliers et les établissements de santé de premier contact s'est inspirée des documents tirés de la bibliothèque de l'OMS. L'ARS a procédé à leur lecture approfondie, puis à un ajustement de leur contenu à l'écosystème sanitaire du Bénin, aux cibles des ODD, à l'objectif de la couverture sanitaire universelle et au changement de paradigme souhaité par les réformes. Cette construction s'est appuyée sur 4 principes et 3 repères logiques. Parmi les principes, le premier, ça a été la co-construction. Pour dire que tous les acteurs du secteur ont été invités. Ensuite, vu qu'il y a eu plusieurs équipes qui ont travaillé, il a fallu mettre tout ça ensemble et faire une prévalidation. Ensuite, il a fallu faire un test de ce dispositif. La dernière chose, c'est que nous avons admis un 4e principe qui est celui de l'ajustement. Le 2e élément, ce sont les repères logiques qui tiennent en 3 points. Les domaines, les normes et les critères. Et ces normes, elles sont au nombre de 20 pour les établissements hospitaliers et de 19 pour les établissements de santé de premier contact. La mission de l'ARS est de veiller à la réalisation du droit à la santé pour tous par l'amélioration continue de l'offre et de la qualité des soins. Le gouvernement, à travers cette structure, fournit des efforts pour garantir à tous les patients une meilleure sécurité dans les établissements de santé publics que privés. Ainsi, une fois les repères et autres éléments mis en place, il est prévu dans le dispositif des évaluations et des contrôles. Les évaluations sont faites tous les 3 ans et sont là pour aller vérifier, évaluer si les critères sont tous respectés et si l'établissement est en conformité avec les normes, et va au final conduire à classer les établissements. Et nous espérons que cela puisse conduire à une émulation des établissements pour que tous fassent de mieux en mieux. Le Bénin compte près de 3000 établissements de santé. Les critères d'évaluation sont au nombre de 134 pour les établissements hospitaliers et 125 pour ceux de santé de premier contact. Après la remise officielle des 2 manuels au ministre de la Santé par l'ARS, chaque établissement de santé recevra un manuel adapté à sa catégorie. Je vous l'annonçais en titre, cérémonie d'intronisation au palais royal d'Alada. Le roi Podegbe Lamafan a intronisé le nouveau conservateur de trône de la lignée Kokpan. Il a nom des Kokpan Teddy à l'état civil Valentin Daotin Gbenou. L'homme est désormais entré, bien entendu, dans ses fonctions avec les bénédictions de Sa Majesté le roi. Voici les images. Voici l'homme désigné par l'oracle pour perpétuer le trône de Dekokpan. De son vrai nom, Valentin Gbenou, il reçoit les dernières bénédictions du roi d'Alada, Podegbe Lamafan. Quelques minutes plus tard, le voici sorti entouré de ses femmes en liesse. Prochaine étape primordiale, la remise de ses attributs de conservateur de trône. Désormais baptisé Dekokpan Teddy, il est appelé à davantage unir les descendants de la lignée Kokpan. Comme l'a dit le roi Podegbe, mon rôle, c'est que je suis le conservateur du trône de Kokpan. Pour la toute petite histoire, Kokpan est le fils de Adjaoutor. Adjaoutor a fondé le royaume d'Alada.
et Kokpon est le premier roi. Donc son fils, Théagbanli, a fondé le royaume de Porto-Novo. Donc en partant à Porto-Novo, il est parti avec son papa qui est Kokpon. Donc ça fait qu'aujourd'hui, toute la dynastie Kokpon qui est au niveau de l'Ouémé Plateau, ils ont un régent qui est le régent Kokpon. Voilà. Donc ils gèrent tout ce qu'il y a comme collectivité au niveau des Kokpon, de l'Ouémé et du Plateau. Dès Kokpon Tchédi est par la même occasion nommé ministre à la cour royale d'Alada. Il est ainsi appelé à servir aux côtés de Sa Majesté Kpodegbe Toyin Djigla. Ministre de l'Agriculture, celui qu'on vient de prendre n'est que le conservateur de ce trône de Dekokpon, qui est le papa des 3 rois du Bas-Bénin. C'est une cérémonie d'intronisation assez structurée dont l'organisation a reçu l'assentiment des fils et filles de la lignée. C'est d'abord le défi de l'unité, puisque chaque fois il faut chercher l'unité. Je remercie tout le monde et en première position le roi d'Alada qui a su organiser avec dextérité et avec affinement cette cérémonie d'intronisation. Vous voyez, la joie se lit sur tous les villages. Tout le monde est heureux. Je crois que c'est à son actif. Un autre rituel très signifiant dans le processus d'intronisation, la marche du nouveau conservateur du trône. Le tour du palais royal marque la fin de la cérémonie. Et pour finir cette édition, la deuxième phase du programme de prévention des conflits, de l'extrémisme violent dans les zones frontalières du Bénin, du Burkina Faso et du Togo a été lancée à Nati Tengour. C'est le secrétaire général de la préfecture de Nati Tengour, représentant le préfet de la Takora, qui a procédé au lancement officiel de ce programme qui vise à la consolidation de la paix dans 5 communes frontalières du Bénin, à savoir Bukumbe, Kobli Materi, Tangueta et Nati Tengour. Alassane Arounan pour les détails. C'est en 2022 que la première phase du programme d'appui à la prévention des conflits et de l'extrémisme violent dans les zones frontalières du Bénin, du Burkina Faso et du Togo a pris fin après avoir impacté une centaine de jeunes et femmes formés dans les créneaux porteurs de leur choix dans les communes de Bukumbe, Materi, Kobli et Nati Tengour. C'est donc pour pérenniser les acquis du dit programme dans sa première phase que les différentes parties prenantes se retrouvent à Nati Tengour pour donner le top de la seconde phase. Dans la recherche de solutions durables d'amélioration de la résilience des groupes cibles pour atténuer les chocs induits par la persistance de ces mêmes fragilités, la phase 2 de ce programme d'appui à la prévention des conflits et de l'extrémisme violent dans les zones frontalières du Bénin, du Burkina Faso et du Togo a pris en compte l'accompagnement des jeunes formés dans les activités génératrices de revenus pour leur transformation en agents de changement dans l'œuvre de la consolidation de la paix et de la stabilité régionale. L'objectif de cette deuxième phase du programme conjoint est de contribuer au renforcement de la cohésion sociale et à l'amélioration de la résilience des populations des zones frontalières du Bénin, du Burkina Faso et du Togo face aux conflits communautaires et à la propagation du radicalisme violent. Le programme d'appui à la prévention des conflits et de l'extrémisme violent dans les 3 pays précités est né de la volonté de l'Organisation internationale pour les migrations OIM d'améliorer la résilience des populations transfrontalières face à l'extrémisme violent. Financé par le Fonds du secrétaire général des Nations Unies pour la consolidation de la paix. Il est exécuté par l'OIM avec pour partenaire de mise en œuvre l'association Les Championnes dont l'expertise en la matière n'est plus à démontrer. Je me réjouis alors du lancement de la deuxième phase qui vise l'installation des jeunes formés dans les activités génératrices de revenus. En choisissant d'assurer l'employabilité des jeunes, l'Organisation internationale des migrations renforce ainsi la présence de l'État dans les localités où le sentiment d'appartenance à la nation est constamment écorné par l'insuffisance des services sociaux à la base. Désespéré au lendemain de la première phase du programme,
bénéficiaires directs et indirects retrouvent aujourd'hui leur sourire avec l'avènement de la seconde phase. Ce matin, je suis ici avec une joie de savoir que l'OIM s'est encore rappelé une fois de nous. Dans son approche de développement communautaire fondée sur la responsabilité et l'implication des parties prenantes, l'association Les Championnes s'active déjà à déployer sur le terrain un vivier de compétences pour accompagner les bénéficiaires dans la plus-value à apporter à leur communauté. Mesdames, Messieurs, c'est bien la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité dans la suite de nos programmes à 16h. Votre bulletin d'information 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.